Le professeur Abdoulaye Souma, ex-candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier au Burkina Faso, est notre invité. Chers abonnés, vous qui nous suivez actuellement à droit au but sur Actuel Média, bienvenue. Abonnez-vous, partagez le maximum possible une autre façon d'informer à la population. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Après les élections, on sait que vous n'avez pas été élu, mais au jour d'aujourd'hui, comment va Soleil d'Avenir et le professeur Souma? Soleil d'Avenir et le professeur Souma se portent bien. Du point de vue de la santé politique, il est tout à fait évident que notre objectif lors de l'élection présidentielle n'a pas été atteint. J'ai été candidat du Soleil d'Avenir à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas réussi à nous faire élire président du Faso. Donc ça c'est évident. Et nous avons exprimé notre insatisfaction des résultats du Soleil d'Avenir à cette élection présidentielle. Mais évidemment, à une compétition politique, on gagne toujours. Et je préfère retenir ce que nous avons pu gagner en termes d'abord de suffrage. Comme vous avez vu les résultats, pour notre première participation à l'élection présidentielle, nous avons eu 40 000 voix au plan national, des voix qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire national, dans les régions, les provinces et les communes. Moi, j'en ai tiré une double satisfaction. Satisfaction d'être connu, reconnu et par une partie de la population, et la satisfaction d'avoir aussi ce niveau de légitimité générale et populaire. Ce qui nous indique que la trajectoire qui a été prise est bonne, mais qu'il y a un travail de fond à faire. Et je ne suis pas contre cette dynamique, puisque je suis un homme d'action, je suis un homme de travail, je suis un homme qui cherche tout le temps à améliorer ses résultats, sa situation. Donc, j'ai pu mesurer avec cette élection présidentielle le seuil auquel j'étais et ce qui me sépare du niveau auquel je veux arriver, c'est-à-dire l'élection en tant que président du Faso. J'en ai également tiré une grande expérience en termes de connaissance du pays et des hommes. La pré-campagne que j'ai faite pendant 2 mois et la campagne électorale qui a été menée sur à peu près 1 mois, donc 21 jours officiellement, m'ont permis d'aller partout dans le pays. Il n'y a pas une région que je n'ai pas visitée, il n'y a pas une province que je n'ai pas visitée. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Ça m'a permis de mieux connaître le pays. Et quand on dit visiter une localité, c'est rencontrer les hommes et les femmes qui font cette localité. Discuter avec ces personnes sur leurs préoccupations, sur ce qu'elles pensent être la bonne orientation de la gouvernance de notre pays. Je me suis sorti enrichi de cette expérience et je voudrais profiter de votre micro pour remercier infiniment le peuple burkinabé qui m'a donné cet honneur, qui m'a fait cet honneur de me donner cette quantité de voix. Vous savez, quand on a travaillé purement, quand on a travaillé honnêtement, quand on a travaillé durement et qu'on a ce résultat, on ne peut pas être dans le satisfecit, mais on a des motifs de fierté. Tous ceux qui ont voté Soleil d'Avenir ont voté Soleil d'Avenir par conviction. Parce que notre méthode était de ne pas utiliser la corruption électorale, qui est pour nous une immoralité profonde dans la gestion de l'État. Donc, oui, mais qu'est-ce qui a expliqué votre échec? Bon, on vous a vu déterminé pendant la campagne, vous êtes allé vers les gens avec engagement, argument sur argument. En principe, vous qui êtes très jeune, vous étiez le plus jeune candidat, ça devait marcher parce que la majorité des électeurs étaient des jeunes. Mais qu'est-ce qui a expliqué l'échec? Après les résultats, nous avons fait des rencontres bilan
dans différentes régions et provinces de ce pays. J'ai pu me rendre compte d'abord d'un premier facteur de l'échec qui était la fraude. Il faut que nous disions honnêtement les choses. Ces élections ne se sont pas passées dans les conditions optimales. Les fraudes se manifestaient sur le terrain. Oui, dans les conditions optimales. Déjà, dans la préparation de l'élection, les modifications du code électoral qui ont été faites illégalement, parce que le code électoral a été modifié à moins de 6 mois avant les élections, ce qui est clairement interdit par les lois, notamment l'article 2 du protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le pouvoir a persisté pour modifier le code électoral selon l'orientation qui lui convenait d'après le contexte qui se profilait à l'horizon. Évidemment, en tant qu'homme de paix, nous n'avons pas voulu créer le grabuge. Donc, c'est passé. Mais à partir de la modification du code électoral, le régime, le pouvoir NPP avait réussi à se frayer les brèches nécessaires dans lesquelles il fallait s'engouffrer pour gagner les élections. Notamment, la possibilité de neutraliser des bureaux de vote à la dernière minute et la possibilité de repositionner des bureaux de vote à la dernière minute. Ce qui a été fait. Et vous voyez, il y a des bureaux de vote qui étaient prévus pour être ouverts, qui n'ont pas été ouverts. Il y a des bureaux de vote qui n'étaient pas prévus d'être ouverts et qui ont été finalement ouverts à la dernière minute. Quand il en est ainsi, il n'y a que le parti au pouvoir qui puisse avoir la réactivité nécessaire pour se recalibrer par rapport à la nouvelle situation. Donc, la fraude est une fraude insidieuse, c'est une fraude latente, c'est une fraude pour laquelle il faut avoir de l'intelligence pour entreprendre et même pour comprendre. Il y a eu cette fraude. Il y a eu également, vous avez vu, les fraudes au niveau de la production des cartes d'électeurs. Évidemment, après le rapport de l'expertise internationale du fichier électoral, le rapport est officiel. Vous avez vu les chiffres. Il y avait plus de 1 400 000 doublons et plus de 300 000 morts qui étaient enregistrés par notre système électoral. Et quand il en est ainsi, que ce soit des experts étrangers qui viennent découvrir ces anomalies, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne peut pas imaginer que c'est juste quelques erreurs qui ont pu produire 1 400 000 doublons, c'est-à-dire un chiffre d'électeurs qui permet en réalité de gagner les élections. Rien qu'avec les doublons, on peut gagner les élections. 1 400 000, le président a gagné avec 1 600 000. Si on y ajoute les 300 000 morts qui étaient enregistrés, vous voyez. Donc, quand les experts ont découvert cela, ils ont fait le rapport qui est officiel et ils sont partis. Mais après, on a demandé une rediscussion du fichier électoral qu'on n'a jamais obtenu. Qu'est-il advenu de ces 1 400 000 doublons? Ont-ils été supprimés? Le fichier électoral en a-t-il été apuré? On ne sait pas. Et c'est la même chose pour les 300 000 morts. Vous voyez? Donc, et vous voyez également que ça s'est reflété sur le terrain avec le fait qu'on ait pris des personnes avec des bulletins prévotés. Donc, il y a un enchaînement d'événements. Je ne vais pas insister sur ces choses parce que je préfère, avec ces éléments objectifs, ramener la question à mon niveau, au niveau du parti politique, parce qu'il y a un certain nombre de choses également qui n'ont pas fonctionné dans le parti. Je pense que nous n'avons pas réussi à conscientiser le peuple suffisamment avant les élections. Ça, c'est une défaillance au niveau du parti. À partir du moment où nous avons fait l'option de ne pas miser sur la fraude électorale et l'achat de conscience, la corruption électorale, il fallait une grande campagne de conscientisation, de sensibilisation, de moralisation des pratiques, et donc à l'endroit du peuple. Je pense que nous avons été un peu courts, un peu faibles à cet égard, ce qui fait que le message, là où il devait porter, n'a pas été porté jusqu'à ce niveau. Donc, ce qui est une défaillance. D'accord. Alors, on a vu, juste après les élections, une déclaration de tous les autres candidats qui, apparemment, n'avaient pas cautionné les résultats. Mais à la dernière minute et à la grande surprise générale,
on les a tous vus s'aligner, aller féliciter celui dont on pense que ses résultats ne sont pas du tout ça. Sauf vous qu'on n'a pas peut-être vu. Oui, alors, il y a ces événements parce que moi, dans ma vision politique, dans mon action politique, j'ai choisi la courtoisie et l'élégance. Je pense quand même qu'il faut qu'en politique, nous finissons par être des exemples. Il faut que nous inversions l'ordre des valeurs. En politique au Burkina Faso aujourd'hui, c'est comme si l'homme politique était toléré plus que l'homme ordinaire. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas admettre à un voleur normal de moutons, un voleur de coq, un voleur dans un quartier, on est quasiment prêt à l'admettre pour un homme politique. Alors que ça doit être le contraire. On doit être beaucoup plus rigoureux avec nos hommes politiques qu'avec les citoyens ordinaires. Parce que l'homme politique, il commet une erreur, l'incidence est plus massive, est plus catastrophique. Bon, donc, il nous faut travailler sur cette échelle de valeurs. Et j'ai vu que les signataires de l'accord de l'opposition, les partis politiques de l'opposition qui avaient présenté des candidats à l'élection présidentielle et qui étaient partis à un accord de second tour, se sont vus à l'issue du premier tour, enfin, à la fin des élections, pour dénoncer les anomalies qui entachaient la légitimité et la crédibilité de l'élection présidentielle et des élections législatives. Donc, nous avons vu cela verser à la presse. Et normalement, ils en ont tiré les conséquences normales, qu'ils ne vont pas accepter les résultats et ont intimé conseil à leurs représentants à la Commission électorale nationale indépendante de quitter, ce qui a été fait. Donc, on était en fait au bord de la rupture politique, au bord d'une crise électorale. Et à mon niveau, je n'étais pas signataire de cet accord, mais les autres candidats non signataires de l'accord se retrouvaient pour examiner la situation. On s'en a communiqué plusieurs fois. On était dans le même sentiment que les signataires de l'accord, que les résultats de l'élection ne devraient pas être validés. Bon, évidemment, il y a eu un volte-face spectaculaire, incompréhensible, en tout cas pas crédible, qui a amené les partis politiques qui s'étaient officiellement exprimés contre les résultats des élections à aller, si vous voulez, entériner ces élections avant même que ces élections ne soient entérinées par le Conseil. Est-ce qu'ils n'ont pas subi une certaine pression des représentations diplomatiques et peut-être même certains amis du Burkina? Mais je sais que les représentations diplomatiques doivent être dans leur rôle de l'apaisement. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce type de situation, il faut savoir comment fonctionne la communauté internationale. La communauté internationale n'aime pas le grabuge. La communauté internationale n'aime pas les crises. Parce que finalement, c'est elle qui subit au second degré les contre-coups des crises. Donc, s'il doit y avoir une crise, les représentants de la communauté internationale, j'entends ici l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, etc. Toutes ces organisations vont se mobiliser et c'est normal pour éviter qu'il y ait la crise, y compris en utilisant tous les moyens possibles. Et je pense que ça a été fait dans le contexte du Burkina Faso. Ce qui a permis de désamorcer, si on veut, la crise. D'une part, c'est une bonne entreprise, mais d'autre part, ça ne fait que reporter la crise. Parce que cette crise de légitimité que le peuple a envers le pouvoir du président Roch Kaboré n'est pas terminée. C'est comme si on avait reporté la crise. Et moi, je redoute que la crise ne revienne avec une violence beaucoup plus grave qu'elle ne l'aurait été si on l'avait assumé. Voilà. Donc, moi, je pense aussi que les résultats de ces élections-là ne sont pas à l'honneur du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Parce qu'on a vu plusieurs pratiques manifestes de non-intégrité, c'est-à-dire de malhonnêteté et d'immoralité politique et électorale, ce qui n'honore pas notre pays et nous devons travailler à revenir à la normale politique. Si l'on s'en tient rien qu'aux émissions d'expression directe sur les radios, la population semble s'accommoder avec ces résultats et si une voix s'élève, dit le contraire, il l'a sur son dos. Cette population n'hésite pas un seul instant à fustiger
certains candidats de l'opposition qui n'étaient pas d'accord, qui l'ont exprimé ouvertement. Oui, ou bien ça revient à ce que vous avez dit au début, conscientiser. C'est manque de conscience de la part de la population. Je pense qu'au Burkina Faso, on est aussi arrivé à une métastase d'un phénomène en politique, c'est le conformisme. C'est le conformisme. Il est dangereux parce que, à vouloir que tout le monde s'aligne dans la même obédience, à vouloir que tout le monde se ressemble, on finit par créer une sorte de monotonie et une sorte de, si on veut, chacun se complaît dans ce qui est anormal. Et l'anormal devient le normal. C'est une validation de l'échec. Nous sommes quasiment à cette situation. Mais attention, il y a une échelle de valeurs que nous incarnons. Il y a une échelle de valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Et il faut que nous reconquérions ces valeurs. Ces valeurs, c'est la clarté, c'est l'honnêteté, jusqu'à donner le nom, l'intégrité à notre pays. Alors, il est tout à fait évident que, d'abord, qu'il n'y ait pas eu de second tour à ces élections est étonnant. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, il doit y avoir eu des anomalies. Et tout le monde est d'accord aussi avec le fait qu'il y a eu de graves problèmes lors de ces élections. Ce sont les premières élections dans lesquelles 6 régions, avec près de 1400 villages, avec plus de plusieurs milliers de bureaux de vote qui n'ont pas pu être ouverts. C'est grave. Ça veut dire que le pouvoir qui est élu, finalement stabilisé, et jouit d'une moindre légitimité que les pouvoirs précédents qu'on a décriés pourtant. Donc, ça nous étonne parce qu'aujourd'hui, on est en train de répartir à l'époque du parti unique. Si l'on s'en tient, tout le monde s'est rallié, même l'ex-principal opposant, Zéphirin Diabré, s'est rallié au gouvernement actuel. Est-ce que vous ne serez pas seul dans cette forme politique burkinabé, avec peut-être le CDP qui vient au chef de file de l'opposition? Moi, ce qui caractérise mon action, c'est la constance. Je suis cohérent avec moi-même et je suis cohérent avec le peuple. Une des choses doit être claire. Moi, je cherche à prendre le pouvoir. Je vais être président du Faso. Donc, je ne cherche pas un poste ou je ne cherche pas des choses pour m'en sortir tout seul. Je vais sortir ce pays-là des difficultés anormales que nous subissons. Donc, tout ce qui va me permettre d'accéder au pouvoir, c'est ce positionnement, c'est ce qui détermine mon positionnement politique. Actuellement, je suis de l'opposition et je vais réaffirmer mon appartenance à l'opposition. À travers le CFOP dirigé par Idi Komboïbo? Cela dépend, parce que l'opposition aussi est plurielle. Il faut l'admettre, peut-être qu'on y reviendra. Et on y reviendra. L'opposition est plurielle. Et il y a la liberté politique qui est reconnue par la Constitution, en l'occurrence son article 13, qui reconnaît cette pluralité, même dans l'opposition. Il faut que les gens s'en rendent compte. Alors, il faut quand même qu'on s'accorde sur un certain nombre de valeurs et de bases normatives qui sont objectives. Ce que dit la Constitution, on ne peut quand même pas nier. Voilà. Et c'est dans cette cohérence avec moi-même et avec le peuple, il va de soi que je ne suis pas d'accord avec plusieurs points du programme de gouvernance qui avait été présenté par Roch Christian Kaboré en tant que candidat. Je ne suis pas d'accord avec sa pratique du pouvoir, avec une trop grande mollesse et une trop grande tolérance des anomalies de gestion du pouvoir. Vous avez vu récemment comment on a expliqué le salaire des ministres, qui est contraire à la norme, c'est-à-dire à la loi expressément écrite, mais qui est servi avec allégresse aux ministres, quelques-uns, en contradiction avec nos valeurs démocratiques et avec nos lois. Ce n'est pas acceptable. Quand on a une petite conscience, quand on a une petite un brin de valeur, on ne peut pas accepter et on ne peut pas s'associer à une gouvernance qui tolère pareille chose. Je lisais même ce matin
le psaume 12, qui dit à la fin que les méchants se promènent de toutes parts. Voilà, quand la bassesse règne parmi les humains, on est dans cette situation que le voleur, le corrupteur, le violenteur qui est méchant, mais il circule en roi au Burkina Faso parce qu'on a un affaissement des valeurs de gouvernance, un affaissement des valeurs sociales. Il faut cela. Moi, j'ai fait le choix de la qualité en politique, j'ai fait le choix de l'endossement des valeurs en politique. Parce que je poursuis un idéal. Je ne poursuis pas un gain matériel. Dieu m'a permis d'être quelque part à l'abri du besoin minimum. J'ai toujours des besoins, mais le besoin minimum, j'en suis à l'abri et je rends grâce à Dieu. Donc cela me donne en même temps la liberté et la force de continuer le rêve, de continuer le combat de l'idéal d'une amélioration de la gouvernance politique au Burkina Faso. D'accord. Ça veut dire que vous avez du travail à faire, travail de moralisation de la société burkinabé. Mais ceci étant, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais nous tenons à voir votre position pour la suite de votre avenir politique par rapport à la conquête du pouvoir. Il est évident, immédiatement, je vais me déclarer de l'opposition politique. Et je suis actuellement de l'opposition politique et je suis le président de l'autre bloc de l'opposition qui n'est pas affilié au CEFOP, mais qui est l'opposition non affiliée. Et en fait, un ensemble de partis extra-parlementaires. Et comme vous le voyez, l'opposition au Burkina Faso, sous ce deuxième mandat de Roch Marc Christian Kaboré, va être essentiellement extra-parlementaire, puisque l'opposition parlementaire n'est que résiduelle. Toute l'opposition n'a que 25 députés sur 127. Donc, elle peut voter systématiquement contre tout, mais tout passera tant que le pouvoir veut. Donc, on est obligé de construire et de consolider une opposition extra-parlementaire donc qui vient valider ma vision avec la création de l'ONA. Donc, cette vision va continuer et je réitère que mon ambition dans ce pays-là est de gouverner ce pays en maintenant un niveau et un système de valeurs de gouvernance. Je vais être président de la République, donc président du Faso, mais non pas par fierté personnelle, mais parce que je pense que je suis capable d'assumer un certain nombre de valeurs et d'incarner un certain nombre de valeurs qui peuvent entraîner les révolutions, les évolutions, les transformations, les changements que le peuple a souhaités et par rapport auxquels il finit par se décourager. D'accord. En une minute, dites-nous l'avenir du Burkina dans cette situation de pandémie où des entreprises se ferment, l'économie est au plus bas niveau, tout le monde se cherche. Comment vous voyez l'avenir de ce pays? Pour moi, l'avenir du Burkina Faso va se retrouver dans un recalibrage total de la classe politique. Et je pense qu'il faut que nous prenions le courage d'opérer le changement générationnel. La génération que j'appelle politique classique est terminée. C'est cette génération avec Zéphirin, avec Roch Marc Christian Kaboré, tout le reste, leur mission est terminée. Il faut qu'on change et qu'on envoie, nous, notre génération, une nouvelle génération au pouvoir. Et je pense que c'est fait déterminant, puisque quel que soit ce qu'on peut entreprendre, tant que la gouvernance n'est pas bonne, ben, le pays n'aura pas un avenir radieux. C'est pourquoi je mets l'accent sur les changements, les mutations nécessaires au sein de la classe politique et au sein de la gouvernance, c'est-à-dire la manière de piloter ce pays. Et moi, j'incarne cette nouvelle dynamique, j'incarne ce nouveau personnel et j'incarne ce nouvel avenir avec le Burkina Faso. C'est pourquoi je propose ce contrat d'avenir avec le soleil d'avenir. Ok, merci beaucoup professeur d'être venu à l'émission Droit au But sur Actuel Média. Je rappelle que Actuel Média, c'est un groupe de médias qui sera dans la sous-région très bientôt. Mais pour l'instant, nous sommes au Burkina et au Mali. Mais écoutez, allez-y vous abonner sur toutes les plateformes et partagez au maximum possible pour que le professeur puisse vous expliquer ce qu'il a comme idée, ambition par rapport à la gouvernance du Burkina Faso. On se retrouve une autre fois à travers un autre numéro et un autre invité.